Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez tous bien. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la troisième session du cycle de conférences proposé par l'ANRT dans le cadre des Plus Typo, donc les rencontres Plus Typo ANRT, qui sont animées depuis le début par Thomas Yomarchand, le directeur de l'Atelier national de recherche typographique. Et aujourd'hui, on est rejoint par trois étudiants-chercheurs de l'ANRT, qui sont Océane Juvin, Federico Parra et Soyun Bae. Donc en fait, ce cycle de conférences a été pensé dans le cadre de l'appel à projet de l'ANRT qui chaque année accueille des étudiants-chercheurs. Donc on a eu la semaine dernière une présentation de l'ANRT, l'ouverture des archives par Thomas Marchand. Pour ma part, donc je travaille au campus Fonderie de l'Image qui organise tous les ans le festival, le salon des puces typo. Donc en tant que chargée de communication digitale, pour ceux qui ne connaissent pas le campus Fonderie d'Image, c'est une école de design graphique et de numérique située à Bagnolet au métro Gallieni, donc juste à côté de Paris, qui propose des formations en alternance ou à temps plein de bac à bac plus 5. Tout au long de l'année au campus, il y a des temps forts en typographie qui sont proposés, donc soit au niveau de workshops en édition ou en dessin de caractère. Il y a le colloque international de typographie, peut-être que certains connaissent, qui est organisé au mois de novembre avec Simon Renaud tous les ans. Et il y a donc les fameuses puces typo. Cette année, donc les puces typo, on les passe à 100% en ligne, étant donné le contexte. Du coup, il y a un site qui a été créé spécialement pour l'occasion. Je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous aurez le temps de le découvrir. Il y a donc tous les exposants sur ce site avec les événements qui sont programmés en ligne, des galeries de photos et leur parcours. Donc ensuite, la conférence d'aujourd'hui, donc ce sera un focus sur les trois projets de recherche en cours, donc des trois étudiantes des étudiants-chercheurs de l'ANRT. Donc Océane Juvin, le nom de son projet de recherche, ça va être représenter l'indiscernable. Federico Parra, sculpter la lumière, et Soyun Bae, 3 langues, 2 scripts et un support, à qui je vais laisser la parole tout de suite. La conférence sera disponible ensuite sur YouTube à partir de lundi, et on gardera un petit peu de temps à la fin de la conférence pour les questions, donc dans le live chat sur la droite. N'hésitez pas. Merci à tous en tout cas d'être là, et je laisse la parole à Soyun. Merci. Alors, je vais remettre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ah, super. Est-ce que vous voyez, surtout? Aussi, parfait. Alors, bonjour à tout le monde, je m'appelle Soyun, donc je suis de la promo 2018-2020, de la même promo que Federico qui va nous présenter son projet tout à l'heure. Et on vient d'être diplômé en mars. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la présentation que j'ai montrée pour le bilan final. Mon projet de recherche, qui s'intitule Three Languages, Two Scripts, One Medium, Biscriptural Trilingualism, ou en français, 3 langues, 2 scripts, un support, le trilinguisme biscript. C'est un projet de recherche qui vient de mes propres expériences du trilinguisme, qui implique le coréen, français et anglais. Et pendant mes recherches, ce que j'ai essayé d'explorer, c'était de comment rassembler tous ces 3 langues sur un seul support. Donc, si admettons qu'il faut mettre en page un livre dans ces 3 langues, ça voudrait dire qu'il faudrait travailler dans 2 systèmes d'écriture, donc le hangul pour le coréen et l'alphabet latin pour le français et l'anglais. Et aussi, je me suis beaucoup posé la question du typographic matchmaking,
qui est cette tendance d'harmoniser des différents systèmes d'écriture quand il s'agit de travailler avec différentes langues, avec différentes écritures. Et c'est une tendance qu'on voit beaucoup dans le monde du design aujourd'hui. Et en même temps, j'ai observé une tendance contraire qui, surtout quand il s'agit de travailler avec plusieurs langues, mais qui partagent le même système d'écriture. Donc, si on prend l'exemple du français et de l'anglais, donc avec l'alphabet latin, soit on retrouvera une des langues dans une autre couleur ou dans une autre graisse. Est-ce que la présentation marche? Ou dans un plus petit corps ou en italique. Ah, il y a la présentation qui se... Et pour cerner cette pratique qui va au contraire du typographic matchmaking, j'ai inventé un terme qui s'appelle le typographic match breaking. Donc, au début de mes recherches, je me suis posé l'hypothèse que peut-être pour pouvoir mettre en page dans ces trois langues qui partagent que deux systèmes d'écriture, peut-être qu'il faut trouver un équilibre entre le typographic matchmaking ou le typographic match breaking. Et pendant les 18 mois à l'ANRT, j'ai essayé d'appliquer cette hypothèse sur plusieurs supports et on fait par plusieurs expérimentations. Donc notamment, une des premières expérimentations s'agissait de l'affiche de l'appel à candidature 2020, qui est une affiche faite dans les trois langues, en coréen, français et anglais. Donc c'était une première expérimentation qui m'a permis de vraiment poser les bases de mes recherches, sortir les questions les plus basiques pour débuter mes recherches. Pardon. Ensuite, une des choses que j'avais réalisé par cette affiche, c'était cette sorte de dissonance qui était créée entre le fait que même s'il y avait trois langues présentes sur ce support, le fait que j'avais utilisé que deux fontes, dont un pour le latin, la même fonte pour le français et l'anglais, et une autre fonte pour le hangul. J'ai voulu explorer un peu plus cette frustration qui m'a mené à une deuxième expérimentation de Mindbook. Donc, en fait, cette expérimentation est accompagnée d'une anecdote assez drôle. Donc, pendant toutes nos discussions, nombreuses discussions autour de la langue avec mes chers camarades de la NRT, on avait une discussion autour du terme mind en anglais, donc esprit en français. Et il s'avère que, pendant que tout le monde considérait le terme mind, associer le terme mind au cerveau, j'étais la seule à associer ce terme au cœur. Et donc, comme quoi, c'est pas seulement que les profs qui vont nourrir nos projets, il y a aussi les discussions les échanges qu'on a avec nos camarades qui va venir enrichir nos recherches. Il s'avère que j'ai vécu pendant très longtemps avec une sorte de mal traduction. Pour moi, en tout cas, le mot mind en coréen se dit maum, et ce terme-là peut référer à quelque chose qui est relié à la conscience, mais aussi à quelque chose d'émotionnel. Donc, par exemple, si on a le cœur brisé, on peut très bien dire que notre maum fait mal. Donc, en anglais, ça donnerait quelque chose my mind hurts, ce qui sonne très bizarre, j'imagine.
Et j'ai voulu explorer ça de plus près et je m'étais amusée avec Google Translate à traduire le terme mind en français, anglais et coréen pour pouvoir atteindre le terme cœur et cerveau. Et ce que vous voyez ici, c'est l'arborescence que j'ai obtenue à la fin en traduisant entre ces trois langues. Et le terme mind qui va plus facilement me diriger vers le terme brain, donc cerveau, et vers le terme cœur en même temps. Ce qui était intéressant pendant ce processus, c'est que pour pouvoir atteindre le terme cœur depuis le terme mind, il fallait passer par les termes intestin, ou qui est d'un autre organe, ou le terme courage, que je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique. Donc à partir de tous ces mots que j'avais collectionnés, j'ai essayé de reconstruire une sorte de narration pour pouvoir en faire une édition. Alors, c'est une édition qui est un peu particulière, c'est que au lieu d'avoir des doubles pages, j'ai essayé d'obtenir des triples pages, donc de trouver un format qui soit vraiment adapté pour mon propre trilinguisme. Donc il y avait aussi cette recherche de pliage, de reliure, donc qui est un peu qui sort un peu de la typographie, mais en restant toujours dans le même sujet. Et aussi il y avait cette question de mise en page, bien évidemment, comment mettre en page les mots sur ce livre, et aussi la question du choix de caractères. Quel caractère utiliser pour l'anglais, pour le français et pour le coréen. Donc j'avais fait plusieurs expérimentations, même avec la fonte variable, pour voir comment je pourrais faire varier les contrastes. Où j'avais aussi testé avec plusieurs fontes existantes. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté à associer des formes à des langues. Est-ce que l'anglais devrait être en condensé, en sérif ou sans sérif? Est-ce que le français devrait avoir des sérifs ou pas? Comment traiter le hangul? Donc, je pense que cette difficulté est aussi venue du fait que je travaillais surtout avec des mots isolés, et parce que je focalisais beaucoup trop sur les formes des lettres. Et je me suis et cette réalisation m'a permis de passer à une autre expérimentation où là, au lieu de travailler avec des mots isolés, j'allais travailler avec des ensembles de mots. Donc la troisième expérimentation que j'ai nommée trilingual writing, donc l'écriture trilingue. Encore une fois, c'est une expérimentation qui vient de mes propres expériences quotidiennes. Je me suis inspirée. Alors, j'ai surtout observé comment je parlais avec d'autres membres de la famille, comme ma cousine ou mon frère, qui sont aussi trilingues comme moi. Et j'ai réalisé qu'on mélangeait les trois langues au sein d'une conversation ou même d'une phrase, comme ma cousine qui va m'envoyer une phrase comme 나는 이제 seriously하게 컨퍼런스를 듣겠어. Je sais pas si c'est pas très synchronisé. Et ce genre d'écriture où on mélange les différentes langues au sein d'une même phrase, c'est une sorte d'écriture qui peut exister que dans des chats ou des notes, des prises de notes. Et jamais un document officiel serait écrit de cette manière. Alors je me suis posé la question de s'il serait possible de me rapprocher un peu plus
à quelque chose de la littérature, de l'ordre de la littérature. Et donc, avec cette expérimentation, je me suis aussi mise à écrire en alternant dans les 3 langues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les linguistes, ce phénomène d'alterner les langues au sein d'une conversation ou d'une phrase, ils appellent ça comme code switching, donc alternance codique en français, il me semble. Et c'est un phénomène psychologique qui se fait inconsciemment par un multilingue. Donc, de pouvoir écrire consciemment avec un phénomène inconscient, c'était juste pas possible. Donc, il fallait que je trouve un protocole d'écriture et pour pouvoir recréer un peu ce côté aléatoire de changement de langue. Et au début, j'avais utilisé un dé justement pour pouvoir rendre aléatoire le choix de langue quand j'écrivais. Et aussi, j'ai fini par établir un tas de règles qui me permettaient de mélanger les langues au sein d'un même texte pour pouvoir obtenir quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Et comme le processus était assez mécanique, c'était possible de le coder. Donc j'ai fini par créer un générateur de texte multilingue qui me générait des milliers de versions du même texte avec des mélanges différents. Donc ça, c'est quelques textes générés. Donc je peux vous lire la première phrase dans les différentes versions. This time, I dreamt du sun. This night, j'ai rêvé of the hay. Cette time, I dreamt du hay. Donc c'est la même phrase mais dans différentes versions. Et comme vous pouvez voir ici, comme c'était un texte généré, le texte, le latin est dans une fonte et on ne différencie pas le français de l'anglais. Donc des fois, on avait des difficultés de savoir si on lisait du français ou de l'anglais, comme ce mot possible ou possible. Et il y avait donc vraiment un besoin de mettre en page ce texte pour pouvoir mieux savoir ce qu'on était en train de lire. Dans mes expérimentations précédentes, j'avais appris qu'il y avait une limite à associer des formes à des langues. Donc, au lieu de chercher des formes de lettres, j'ai plutôt travaillé, j'ai plutôt exploité la composition typographique, surtout avec des différents niveaux de lignes de base. Donc, j'ai défini trois positions de cette langue en plaçant le français en haut. Le français en haut à cause des diacritiques et l'anglais en dessous. Et j'ai placé le hangul entre les deux langues pour pouvoir les séparer, les deux langues en écriture latine. Et en texte, ça a donné des lignes très fluctuantes, comme vous pouvez voir maintenant. Donc au début, quand je mettais en page mes textes, c'était, je faisais ça sur InDesign en utilisant des styles grep. Et au final, ça m'a motivé de créer ma propre fonte qui mettrait automatiquement en page, quelque sorte,
ce genre de composition typographique. Donc là, vous pouvez voir comment les mots sont placés sur différents niveaux. Donc, en reprenant le même principe des différents niveaux de lignes de base, j'ai séparé la zone de dessin. Donc, le français qui occupe 351 unités en haut, pareil pour l'anglais, mais en bas, et le hangul qui passe entre les deux. Ça, c'était un des premiers esquisses. Premiers esquisses de la fonte. Donc, comme vous pouvez voir, j'étais partie pour quelque chose qui s'approche à un slab serif, en tout cas pour le latin, un caractère mécan, parce que justement, je voulais mettre en valeur les différentes lignes de base, et aussi le fait que comme c'était une fonte qui allait mettre en page des textes hybrides, et comme la mécane aussi, cette catégorie un peu entre le sérif et le sans sérif, je me suis dit que c'était une catégorie de typographie qui était cohérent pour mon écriture. Donc là, c'est quelques ajustements que j'ai fait au fur et à mesure. Donc, on voit clairement que j'essaye de faire du matchmaking, surtout dans les sérifs, avec le hangul. Pour le hangul aussi, j'ai essayé de trouver un style hybride, donc quelque chose qui est entre le myeongjo, le style myeongjo qui est la catégorie la plus classique, disons utilisée pour les journaux ou pour des livres, et le style codique qui est l'équivalent du sans sérif. Et donc pour mon caractère, j'ai essayé de garder une monolinéarité, mais en même temps en gardant les proportions du myeongjo. Et ça, c'était le glyph set au moment où j'ai présenté mes recherches. Donc une fois que le protocole d'écriture était défini, ainsi que la mise en page, le principe de mise en page et le dessin de caractère étaient tous définis, c'était le temps de le vraiment tester. Donc j'ai demandé à mon frère qui est aussi trilingue de me lire ce texte, et on a fait quelques enregistrements. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous partager cet enregistrement. Donc, je vais vous lire juste un petit passage pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Alors, 마지막 day, the third grade. I walked towards la maison, accompanied of my 엄마, who m'avait prêté her hand pour the key. I turned 계속 la tête pour dire farewell à my friends qui rééclairaient en contre-jour par le sun du evening. These adieux étaient all the more importants, car je knew que cet été was going to be différent from previous ones, et effectivement, il s'avère que ce n'était que le début d'une année restless. At home, the Kagu lost leur raison au Cheonjesang, and waited d'être embarqué in the first trip to Corée. Pour moi, ce n'était certainement not the first time, car je spent always my summer breaks there. Jusqu'à ce que j'avais 9 years old, je n'ai connu que la Corée estivale et l'été Korean. But this time, après leaving Yongnam en France, je savais that j'allais y stay to learn all its schedules and discover it in all ses états. Pour conclure, donc c'était des questionnements que j'ai eu de mes propres vécus trilingues, et que j'essayais de voir comment on peut le mettre en page, ce que ça pourrait rendre textuellement. Et donc il y avait toute cette question de typo, de mise en page, de composition typographique. Et
Et justement, j'ai essayé d'aborder ça en essayant d'appliquer cette hypothèse de trouver un équilibre entre typographic matchmaking et matchbreaking. Mais au final, je me rends compte que c'est toute une question de matching. Donc, trouver une harmonie dans différentes fontes, dans différents systèmes d'écriture, et pas forcément harmoniser les écritures en soi. Et je pense que j'ai aussi voulu explorer plus le côté de composition typographique que les formes typographiques. écoutez 해주셔서 땡갑니다. Merci Soyun, très bien. Merci infiniment. Qui prend la parole par la suite? Océane ou Federico? Océane, moi. Bonjour. Alors, ah oui, c'est Thomas qui va partager, je pense. Ouais. Ouais, c'était juste pour faire une transition et dire un mot sur le matchmaking. Peut-être que les gens qui nous écoutent sont pas forcément familiers de ce terme, mais il s'agit de tenter de faire se correspondre, comme vous avez pu le comprendre avec l'exposé de Soyun, correspondre deux types d'écriture, et c'est effectivement une préoccupation fréquente à la NRT lorsqu'on aborde les caractères, les écritures du monde, qu'on appelle bêtement non latine. C'est un terme qu'on essaye d'abandonner, de fuir autant que possible. Mais en tout cas, voilà, de faire se correspondre les systèmes d'écriture, et qui, hélas, par le passé, a souvent donné une latinisation des écritures du monde. C'est-à-dire, on avait tendance à, par exemple, dessiner des caractères arabes ou Devanagari ou que sais-je, en empruntant des codes typographiques au latin. Et or, dans la relation entre les langues, et quand elles sont à tel point imbriquées comme dans la culture de Soyun, il peut y avoir beaucoup plus de surprises et de subtilité dans les relations entre les deux. Voilà. Alors, on va passer à d'autres systèmes de notation mystérieuse avec Océane, à qui je laisse la parole. Juste Thomas, tu as réussi à mettre le fichier parce que nous, on peut pas, en fait, le fichier ne se plotte pas. Océane, je te propose de faire l'introduction à l'oral et pendant que je charge le fichier, et dès que c'est OK, je te fais signe. Ok, parfait. Donc bonjour, moi je fais partie de la dernière promotion rentrée à l'atelier. Je m'appelle Océane Juvin, donc je suis arrivée en octobre 2019. Je vais donc vous présenter le projet sur lequel je travaille actuellement, essayer de vous exposer un peu quelques images de mes recherches, et j'espère que ce sera suffisamment clair et que parce que peut-être que je manque un peu de recul étant vraiment actuellement en plein dedans. Donc d'abord, je voulais juste un peu passer vite fait sur mon parcours. Donc j'ai fait la formation à Estienne en design typographique en 2016, et ensuite j'ai fait durant 3 ans de travail de freelance, j'ai eu une approche de la didactique visuelle en travaillant d'abord pour une compagnie théâtre, puis pour des scientifiques. Et donc, mon travail, c'était de transcrire graphiquement et de créer des outils qui permettent de manipuler des concepts, des idées ou des textes plus ou moins complexes. Et donc, j'ai beaucoup fait cela au travers de la création de pictogrammes. Durant ces 3 ans, j'ai rencontré Julien Bobroff, qui est un physicien-chercheur à l'université Paris-Sud-Orsay. Il est aussi membre du groupe de recherche La Physique Autrement, du laboratoire de physique des solides, le CNRS, et donc il est vulgarisateur et professeur maintenant spécialisé notamment en physique quantique. Et donc je suis rentrée à l'ANRT sur un projet qu'on a construit ensemble.
Et donc, mon projet, je l'ai intitulé « Représenter l'indiscernable », articuler un langage graphique à un discours de vulgarisation de la physique quantique. Et donc, l'idée, c'était de proposer une visualisation des phénomènes de physique quantique que Julien Bobroff et d'autres ensuite puissent utiliser dans leur discours de vulgarisation. Donc, j'ai choisi de m'attaquer donc à ce grand sujet qu'est la physique quantique, un peu mystérieux. Donc, pour être bref, donc c'est un modèle de pensée qui est né au XXe siècle, qui est en rupture avec la physique classique. En effet, elle est contre-intuitive et essentiellement gouvernée par des équations mathématiques abstraites. Elle décrit en plus des phénomènes qui ont lieu à l'échelle des particules élémentaires et des atomes, une échelle qui est donc imperceptible par les sens humains, mais qui ont cependant un impact considérable dans le fonctionnement du monde macroscopique. Et donc, voilà, donc comme je n'ai pas le slide, je voulais vous montrer un peu des images sur lesquelles je travaille, qui me servent sur lesquelles je m'appuie dans mes recherches, qui sont les images qui sont déjà présentes en vulgarisation de la physique quantique, et un peu vous montrer il reste un grand côté obscur qui est communiqué dans ces images-là. Et donc moi, je m'intéressais particulièrement. Je suis désolée, c'est un peu J'interviens. J'ai téléchargé ton fichier. Chez moi, il marche, mais effectivement, il y a des problèmes de. J'arrive pas à l'uploader. Il m'a fait déjà 2 erreurs de chargement. Ouais, Est-ce que tu peux essayer, plutôt que choisir un fichier, Ah, c'est bon. Ah, tu le vois? Je l'ai. Tu l'as? Je Ah oui. l'ai. Je sais pas si vous Bon, voyez. il vient de se charger. Là, c'est le 3e essai a été concluant. Génial. Ah. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est en train de charger. Moi, je ne vois toujours rien. Oui, c'est bon. Ah, ok. Alors, je vais me mettre en. Oh là là. Moi, ça charge toujours, donc. En tout cas, pour tout le monde, ça a l'air bon. Ah, voilà. Et donc là, vous voyez ma première page. Et là, en fait, quand je sélectionne. Ok. Donc là, c'était pour vous montrer quelques pictogrammes, mais c'est quand je parlais de mon parcours sur la didactique. Voici Julien Bobroff, avec notamment les documents, l'insertion des différentes familles de pictogrammes que j'ai fait pour lui, qu'il utilise dans différents documents, à la fois pour ses conférences ou pour des documents de présentation. Donc le nom de mon projet. Et là, donc, c'est les images dont vous parlez, qui sont soit des modélisations ou des schémas ou des tableaux, mais donc qui comme ça font peut-être un peu peur sans les légendes et sans les explications. C'était pour vous donner une idée de la matière à partir de laquelle je travaille. Et donc la première étape du projet à l'ANRT, ça a été en fait l'illustration d'un livre qui va sortir bientôt, dont Julien Bobroff est auteur. Et donc je me suis concentrée sur 2 chapitres qui concernaient la physique des particules. Et donc j'ai déjà créé un certain nombre de signes que vous voyez ici, que j'ai intégré dans le texte au cours de 2 chapitres. Et en fait, ce qui m'intéresse au-delà de la physique quantique, même en fait plus peut-être que la physique quantique, qui paraît un sujet un peu énorme, c'est surtout l'inscription graphique de systèmes de notation dans la démarche spécifique de la vulgarisation scientifique. Notamment, il est courant de voir des textes comme celui que je montre à l'écran, où l'image en fait prend une place un peu spectaculaire et elle est complètement dissociée du texte. Et moi, je m'intéresse un peu à la manière dont ils peuvent cohabiter ensemble et comment utiliser la richesse du système pictural et du système alphabétique ensemble.
Donc, des images sur lesquelles, pour vous montrer un peu ce au cours de quoi tournent de mes recherches et dans quoi elles s'inscrivent. Donc, il y a la question d'établir un langage visuel qui est associé à la physique quantique. Donc là, je vous montre une image du Bliss langage de Charles Cabliss, qui est appelé une pasigraphie. Donc là, c'est un langage qui est destiné à représenter un maximum d'éléments possibles. En fait, c'est une langue universelle. Ça, c'est un extrait de Alain Damasio, son dernier roman, Les Furtifs, parce qu'il y a la question de quel matériel utiliser pour jouer avec, et donc comment ce vocabulaire, on peut jouer à l'intérieur d'une narration pour identifier et raconter des phénomènes. En l'occurrence, là, ça va être des phénomènes quantiques, et non un roman. Évidemment, il y a aussi une référence importante, c'est Otto Neurath, avec son système isotype, la donnée qui devient image, et comment aussi il a intégré ce système à la technologie typographique. Donc aussi le travail d'Edward Tolstoy est très intéressant, important pour moi, notamment avec ce qu'il appelle la notion de spark lines, qui est l'intégration de la donnée à l'intérieur du texte, et il montre la valeur et la valeur didactique que ça a et puis aussi démonstrative que ça a d'intégrer la donnée à l'intérieur du texte à l'échelle de la lettre. Je m'intéresse aussi aux utilisations donc là c'est un livre d'apprentissage de la langue italien, donc évidemment c'est quelque chose qui est peut-être le jeu entre les images et textes qui est peut-être plus présent dans les illustrations pour enfants et dans le cadre de l'apprentissage, et donc là une lettre est égale une image est égale à un mot, mais c'est aussi quelque chose qui a déjà été fait en vulgarisation et qui a montré ses preuves. Là, c'est l'œuvre de Oliver Byrne qui a du coup représenté visuellement, expliqué aussi la géométrie d'Euclide. Donc on voit l'importance là de la couleur à l'intérieur du texte et comment il a complètement intégré le langage mathématique dans le texte. Donc moi, les étapes, je passe par des étapes d'expérimentation visuelle, formelle, d'abord sur les signes avec différents médiums. Donc je vous montre quelques étapes par lesquelles je suis déjà passée, mais je suis en cours. Je travaille sur la couleur, sur la manière aussi dont on peut enrichir les signes par la superposition notamment, travail de dessin. Je travaille aussi donc sur les différentes modalités d'inscription de l'image dans le texte. Là, quelques images. À partir des signes que j'avais fait déjà pour le livre de Julien Bobroff. Donc, je suis aussi en train de construire de nouveaux signes qui permettent de davantage signaliser et renseigner le discours, qui sont pas forcément quantiques. Là, c'est plutôt un signe qui est destiné à identifier un personnage important comme Richard Feynman, ou ça peut être aussi Einstein. Et là, c'est Niels Bohr. En effet, il y a des personnalités importantes qui ont marqué l'histoire de la quantique, et quand on explique la physique quantique, il est nécessaire d'y faire appel. Donc je ne dessine pas que des signes qui représentent des objets quantiques, mais aussi tout le matériel dont on a besoin dans le discours explicatif. Donc je travaille donc à l'échelle de l'image, de la lettre, du mot, mais aussi de la page. Vous avez quelques exemples, ce qui est travaillé sur les différents rythmes, sur les couleurs, sur aussi la linéarité du texte, comment on peut changer de niveau avec l'image, un peu déconstruire la ligne du texte. Et puis bon là c'était, je m'intègre aussi, je travaille aussi sur directement sur la cohabitation dans le dessin. Là c'est vraiment des premiers dessins entre le signe image, enfin, le signe et puis la lettre, voilà. Et donc c'est un peu voilà tout ce que je pouvais vous montrer.
Ça... Merci beaucoup, Océane. Merci. J'ai oublié de le préciser au début des présentations, mais vous pourrez poser des questions en fin de présentation. On va voir la, la, la troisième intervention avec Federico qui va nous rejoindre. Attendez, j'active ma webcam pour vous faire coucou. Voilà. Donc Federico va prendre la parole maintenant. Vous parlez de son travail de recherche entre octobre 2017 et octobre 2018 et mars 2020. Voilà, Federico. Et donc, à la suite de la présentation de Federico, vous pourrez librement poser des questions aux unes, aux autres, etc. Via le chat ou en prenant la parole, il suffit de lever la main quand vous cliquez sur votre avatar, si vous êtes spectateur, ou la demander dans le chat et on vous donnera le micro. Mais on laisse d'abord la parole à Federico pour cette troisième présentation. À toi. Alors, tu peux choisir le fichier, normalement, il doit être visible, Federico, dans les fichiers en haut de la fenêtre. Tu le vois? Non. Alors, attends, hop. Comment on descend comme ça? Hop. Alors, il s'appelle Sculpting Light. Tu veux que je le diffuse? Oui, s'il te plaît. Alors, attends. C'est Bizarre, parce qu'effectivement, il apparaît pas là. Hop, document. Voilà. Après, j'espère que tu pourras agir dessus de ton côté, même si c'est moi qui l'ai chargé, mais normalement, c'est le cas. Je pense oui. Chez moi, ça se charge toujours. Et le voilà. Ouais. Chez moi, c'est OK. Ouais, pareil ici. Est-ce que tout le monde voit le fichier? Pas nous. Je pense que vous avez la Encore. pire connexion Internet de toute l'assistance, les amis. Ouais. Bon, je pense que je peux l'avoir ici. Ah oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, bonjour. Je m'appelle Federico Parra Barrios. Je suis colombien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon projet que j'ai fait à la NRT pendant 18 mois. En fait, mon projet de recherche, je cherchais les liens entre la typographie, la sculpture et la photographie. À gauche, vous voyez un poinçonneur qui sculpte des caractères en métal. Et à droite, vous avez un sculpteur, Henry Moore. Aujourd'hui, néanmoins, on fait les typos en changeant des coordonnées de nœuds, on fixe des points de départ et on change des directions des contours, etc. Ceci m'a amené à me demander si on pourrait reconnecter le dessin de caractère avec l'acte sculptural. Donc à gauche, vous voyez une photo d'une sculpture. À droite, on a 3 lettres, A, H et V. Mais je pensais, si les lettres sont en fait la même lettre, c'est 3 points de vue de la même lettre, et avec toutes ces idées, j'ai commencé à la première partie de mon projet qui s'appelle Sculpting ou Sculpter, dans laquelle, à travers des expériences, je voulais penser le dessin typographique comme un processus sculptural. Parmi les expériences, j'ai fait du frottage dans un cimetière à Nancy. Je cherchais à reproduire les formes des lettres. J'ai pris cette lettre, la lettre A, et je voulais
essayé de la reproduire en différentes formes. J'ai commencé par faire du frottage, comme vous voyez ici. Et après, j'ai produit de la pâte à sel pour essayer de la reproduire avec de différents matériaux et avec différents outils. Après, je me suis demandé comment je pourrais faire ça en 2 dimensions, parce que la typo, aujourd'hui, on l'a fait en numérique. J'ai essayé de le reproduire avec du papier, un stylo noir et un stylo blanc en différentes dimensions. Et finalement, j'ai reproduit où je me suis demandé comment ça serait de travailler la reproduction avec une machine à photocopier. Donc j'ai pris un spécimen d'un caractère et j'ai commencé à faire des reproductions du spécimen jusqu'à un moment où les lettres s'abîmaient. Et j'ai utilisé ça comme matériau pour faire de la sculpture. Finalement, j'ai reproduit la même technique numériquement et j'ai essayé d'ignorer tous les mesurements du logiciel de Type Design. Cette première partie du projet m'a fait penser beaucoup à l'indéfinition des contours et m'a amené à la deuxième partie de mon projet, la lumière. J'ai utilisé la même photo que j'avais prise au cimetière, je l'ai désaturée et j'ai ajusté la exposition et le contraste. Après faire ça, je me demandais, est-ce que je pourrais modifier les paramètres pour sculpter la lumière et traduire cette expérience en une fonte? Donc, parmi tous les variables possibles, j'ai choisi 3 qui me paraissaient intéressantes: l'exposition, le contraste et la netteté. Photographiquement, ça voudrait dire qu'ici on a une photo avec une exposition idéale. Ici, on l'a sous-exposée, surexposée et avec du contraste et avec plus de netteté. Mais comment ça marcherait dans une fonte? Alors ici, on a une lettre un peu sous-exposée. On commence à changer l'exposition, le contraste, la netteté. Et j'ai essayé de faire une fonte variable qui utilise ces 3 paramètres, ces 3 variables. Finalement, j'ai vu que l'interpolation était un peu difficile, alors j'ai éliminé un axe et j'ai utilisé que 2 axes, le contraste et l'exposition. L'avantage de travailler avec 2 dimensions serait de laisser les formes se briser, comme vous voyez ici, lorsqu'elles sont surexposées ou plus contrastées. Mais l'interpolation ne marchait pas comme je voulais. Donc j'ai décidé d'éliminer le contraste et rester avec seulement un axe qui est celui de exposition. Une fois qu'on modifie l'exposition d'une photographie, les éléments ne changent pas de position. Donc changer l'exposition de la police de caractère ne devait pas changer l'espacement. J'ai présenté cette version qui exprime le changement d'exposition
Cependant, le contraste élevé n'est pas idéal pour composer des paragraphes, et ce qui m'a amené à me demander la sous-exposition doit-elle être si contrastée typographiquement? Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette microfilm d'un journal qui me paraissait très intéressant parce qu'il y a des parties du journal qui sont plus exposées que des autres. Donc, deux zones du même journal ont différents niveaux d'exposition. Et je pensais appliquer ça à la création d'une fonte qui joue avec le changement d'exposition. J'ai commencé à faire des tests pour affecter des fontes existantes avec les mêmes paramètres d'exposition en ajoutant un peu en réduisant la netteté de l'image. Et je pensais qu'en limitant l'effet, je pourrais créer une police de caractère qui, dans son exposition correcte, est bonne pour le texte, mais qui, lorsqu'elle est sous-exposée ou surexposée, serait plus adaptée pour display. J'ai dessiné des nouvelles lettres qui ont un effet plus grand pour donner l'impression d'être floues. Et j'ai ensuite créé les autres extrêmes, le plus gras et le plus light, qui étaient suffisamment expressifs. J'ai présenté cette affiche et je pensais développer la fonte, mais je pensais que les graphistes pourraient vouloir aller plus loin, pousser la limite de l'exposition et la fonte. Alors j'ai fait des sketchs d'une police de caractère qui pourrait changer les formes pour simuler cet effet. J'ai commencé à tester mon idée et à interpoler un O pour voir si je pouvais obtenir cet effet. Et quand j'ai réussi, j'ai testé avec d'autres lettres. Ceci, techniquement, est difficile à réussir car il faut avoir des calques extrapolés pour des raisons de compatibilité. Et il fallait que je fasse constamment des tests pour être sûr que l'interpolation elle marche bien. Je trouvais important de penser à l'utilisateur, donc j'ai créé des maquettes pour regarder la typo en utilisation dans un contexte plus réel. Et j'ai beaucoup extrapolé pour avoir du matériel que après extrapoler, je sculptais d'une manière que ça se voit bien, que les contreformes sont visibles et que les formes sont dessinées. La typo, elle est encore en procès, mais ici en développement, mais ici vous pouvez voir l'état actuel. J'ai les caractères pour écrire en français, en anglais ou en allemand, quelques symboles et les chiffres. Et pour le moment, je peux conclure que l'ordinateur est aussi un type doté et avec des avantages et des contraintes comme les formes qu'on faisait la typo avant. Et revenir à la sculpture peut nous permettre de faire plus confiance à nos yeux et à ce que le logiciel peut nous dire et nous concentrer sur ce qui est important et avoir un rapport plus physique avec les formes des lettres. C'est tout. Merci. Bravo, merci Federico. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez vu dans cette
troisième présentation, un projet qui vraiment concentré autour du dessin de caractères latins. On a vu un peu de tout avec Soyoun, Océane et Federico. Ça vous montre un peu le spectre couvert par les recherches des étudiantes et des étudiants de la NRT. Ce qui les rassemble, je crois, c'est la volonté d'explorer de nouveaux, je le dis souvent, d'explorer de nouveaux territoires pour la création typographique. Et dans le cas de Federico, par exemple, c'est vraiment passé par une forme de désapprentissage du dessin de caractère que Federico maîtrisait déjà très bien en arrivant à la NRT, mais tout ce détour par d'autres pratiques, d'autres médiums l'ont amené à complètement envisager le dessin de caractère sous un autre angle, avec un œil neuf. Et c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de voir d'accompagner des parcours de ce type avec qui peuvent partir de soi profondément, de son expérience personnelle. Tel est le cas par exemple pour le multilinguisme spectaculaire de Soyoun et sa relation toute personnelle aux langues, à ces trois langues qui l'habitent, mais aussi des explorations, sur des sujets aussi variés que la physique quantique, la sculpture et bien d'autres encore. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Qu'est-ce que tu en penses, Valentine? Oui, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos interventions qui étaient très intéressantes. On peut passer aux questions effectivement dans le live chat et la parole est aux spectateurs. Je vous en prie. Vous pouvez le faire à l'oral ou par écrit dans le chat, hein, bien sûr. Mais n'ayez pas peur, on est entre nous. En attendant peut-être que l'inspiration vienne, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment sont répartis les cours et les temps de recherche, les temps de cours à l'NRT quand on est étudiant-chercheur? Est-ce que c'est par semaine ou... On a un rendez-vous avec les profs chaque semaine. Enfin, il y a 2 jours qui sont consacrés au rendez-vous. Chacun prend son tour. Des fois, c'est plusieurs profs ensemble. Des fois, c'est un tête-à-tête. Il y a des séminaires de temps en temps aussi et des voyages. Ouais. D'accord. Vous êtes parti où déjà? La vie de l'atelier, on est assez autonome et elle est très rythmée par on va dire des événements du genre colocation ou colocation, colloque ou séminaire auquel on participe ou en tant que spectateur ou en tant que présentateur. Et donc c'est aussi pas mal de rencontres et de discussions autour du projet plus que des cours universitaires, hein, comment on appelle ça. Federico et Soyoun, donc vous êtes partis où? La question de Valentine pendant votre... La question c'était quel voyage vous avez fait pendant votre cursus? Alors on est allé... Au début, on a été à Francfort. On a vu le musée de Gutenberg. On a vu la Bible. On est allé à la haie aussi, qui était intéressant parce qu'il y avait il y avait... Donc pour le colloque Missing Script, ouais. Ouais, exactement. Zurich. À Zurich. On a vu les archives de Frutiger là-bas. Normalement, au musée, on a rencontré Hans Hunziker. À Berlin aussi. Ah oui, on est parti à Berlin. Il y a Amiens aussi. Amiens, oui. Paris. À Paris, oui. À Chaumont. D'accord, ouais.
Et est-ce qu'il y a des moments qui vous ont le plus marqué depuis que vous êtes étudiant-chercheur à la NRT? Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager, un moment fort, une rencontre, Je pense que un projet? le premier jour, on rentre dans l'atelier, je crois que c'était le moment le plus fort. Qu'on découvre l'atelier avec tous ces bureaux, le workspace, enfin, c'était très, très impressionnant. D'accord, ouais. Alors, il y a une question de Véronique Marié. Il est peut-être un peu tôt, mais comment envisagez-vous la diffusion et les utilisations de ces caractères dans le futur? Mon caractère, pour le moment, je continue à le développer et je vais, en fait, la semaine prochaine, l'envoyer à deux fonderies parce que j'aimerais bien le publier avec, par une fonderie pour commercial. Et, Oui, pour moi, il est en cours de développement. C'est plus un projet en cours que. Enfin, c'est pas l'aboutissement, je pense, pour moi, personnellement. Et moi, ce que j'imagine, en tout cas pour le moment, même si je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce que je vais produire, c'est plutôt dans l'esprit des différents projets que j'ai déjà fait avec Julien Bobroff, avec des scientifiques, où l'idée c'est que c'est un matériel qui puisse être manipulé par une communauté notamment de vulgarisateurs ou de scientifiques, et donc qui soit diffusé peut-être d'une manière euh, proche du libre. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je me permets d'intervenir sur la question de la publication, parce que tous les projets de dessin de caractère qui sont menés à la NRT, d'abord n'ont pas tous vocation à être publiés, ça a été dit. Quand ils le sont, parfois c'est après un certain délai, parce que souvent chacun a besoin d'y retravailler, de s'y replonger, etc. Et dans les échanges avec les fonderies par la suite, parfois ça amène les étudiants à voilà à reprendre certaines parties, en améliorer d'autres. Donc en tout cas, voilà, c'est très très varié depuis le début d'ailleurs de la NRT, depuis 1985. Enfin, disons dès le milieu des années 90, on a vu des caractères dessinés à l'atelier être publiés dans différentes fonderies du monde entier. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le format de publication enfin les formats de publication et l'économie de la typographie a beaucoup évolué et il y a de nouvelles formes. Bon, il y a bien sûr le libre. À cette, par exemple, Velvetine, Océane a publié un très beau caractère chez Velvetine il y a quelques mois, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Typeface, et qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est comme tout ce que fait Velvetine, c'est sous licence libre. Il y a également Lucas Descroix, par exemple, de la promotion 2015 de la NRT, qui a publié beaucoup de caractères chez Future Fonts. Future Fonts, c'est une fonderie d'un format original, puisque c'est publier des caractères avant qu'ils ne soient terminés. Et donc, on les achète pour un prix vraiment modique au départ, pour soutenir leur création. Et ces caractères peuvent être prolongés, mis à jour, etc. Et plus tôt vous en faites l'acquisition, plus vous profitez gratuitement des mises à jour, parce que bien souvent, le tarif augmente au fur et à mesure que les caractères se complètent. Donc, Future Fonts, voilà, Lucas Descroix fait partie des animateurs de cette fonderie et publie beaucoup de choses. Il y a bien sûr des caractères publiés dans des fonderies traditionnelles, des fonderies numériques. Et enfin, sur la question du libre, tous les caractères qui sont dessinés collectivement dans le cadre de l'activité pédagogique de la NRT, comme par exemple le revival des caractères de Claude Jacob, un élève de Baskerville qu'on a réalisé en 2018, ou les caractères de Gothico Antiqua, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Tous ceux-ci sont diffusés sous licence libre, licence OFL, c'est-à-dire une licence qui non seulement garantit la gratuité des fichiers, mais la possibilité pour l'utilisateur de les modifier librement et de les diffuser librement à condition de conserver cette licence ouverte. Donc ça, c'est notre conviction par rapport à l'open access,
c'est-à-dire les résultats de la recherche doivent être partagés et diffusés gratuitement et librement. Après, pour les caractères, les projets personnels des étudiants, c'est eux qui décident sous quelle forme les publier. Et là, chacun vit sa vie. Et c'est très bien et on tente de les accompagner jusque-là, en tout cas. D'accord. Bon, merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pas de questions, mais néanmoins, un merci à adresser aux intervenants et organisateurs pour ces présentations très stimulantes. Effectivement. Merci beaucoup. Est-ce que des personnes projettent de candidater en tant qu'étudiant-chercheur à la NRC pour la prochaine saison? Jusqu'à quand on peut candidater, Thomas? Jusqu'au 20 juin. D'accord. Ah oui, donc il reste peu de temps. Oui, c'est vendredi prochain, à minuit. Et dépêchez-vous. Ouais, tout se fait en ligne. Hein. Maintenant, il n'y a plus d'envoi papier, il n'y a plus de frais non plus de candidature. Le processus s'est considérablement assoupli, suite aussi au confinement et à toutes les difficultés que ça pouvait entraîner. Mais voilà, c'est un appel international. D'ailleurs, à ce titre, les 3 interventions, enfin, vous avez vu, Federico vient de Colombie, et Soyoun vient d'un peu partout, hein, de Corée, des États-Unis et de France. Oui, c'est très international. À chaque fois, au moins un tiers de la promo vient de l'étranger, ce qui fait que les langues pratiquées à la NRT sont le français et l'anglais. Enfin, on passe de l'un à l'autre dans une joyeuse, voilà, un joyeux mélange, on va dire. Il n'y a pas de limite d'âge pour accéder à la NRT. La seule condition, c'est d'avoir un diplôme d'enseignement supérieur, donc de niveau master ou équivalent. D'accord. Est-ce qu'en parallèle à vos projets pratiques, vous avez des moments de rédaction de type article mémoire pour mettre par écrit vos questionnements et votre recherche? Question de Margot. Oui. À la fin de nos recherches, il faut rendre un rapport de nos recherches à l'écrit. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'activité de la recherche et sa diffusion. Ça passe par parfois des conférences. Fréquemment, nos étudiants, pendant leur cursus, donnent des conférences ou après publient effectivement parfois des articles en ligne ou dans des revues. Et effectivement, pour les travaux, il y a un compte-rendu de recherche qui est demandé, qui n'a pas la forme d'un mémoire qu'on peut trouver en DNSEP ou en DSA. La forme est plus libre. Mais souvent, oui, ça passe quand même par l'écriture. Même si on défend une recherche par la pratique qui ne repose pas que sur l'écriture. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Ok. Une question à Soyoun. Qu'est-ce que permet l'écriture trilingue et pour qui? Poésie, littérature, diplomatie, quelles applications, utilisations nouvelles? Alors, oui, ça, c'était un cas spécifique pour mon propre trilinguisme. Mais d'ailleurs, j'avais fait un workshop à Paris où j'avais justement proposé aux participants d'utiliser ce générateur de texte multilingue. Donc, il y avait des étudiants polonais où une étudiante parlait russe, polonais et anglais, il me semble. Et même espagnol, une des filles, enfin en tout cas quadrilingue, on dirait, qui s'était amusée à écrire des textes. Donc j'imagine que ça peut déjà ouvrir à plusieurs types de multilinguisme. Après, je pense que je penche plus vers la littérature. Je ne pense pas qu'on peut écrire des documents officiels avec ce genre d'écriture, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, ça serait plus de l'utilité littéraire, il me semble. D'accord, merci Soline. Oui. Est-ce que vous avez eu votre réponse, Olivier? Et est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, ok.
Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous voudriez dire un dernier mot au futur Ah pardon, il y a une question. Question pour Soyoun. Est-ce que le coréen s'écrit en latin un peu comme le japonais en romaji? Si oui, son usage est-il commun? S'écrire en latin. Ah, si c'est possible de le transcrire? Ouais. Oui, alors oui. Euh, mais après, je saurais pas. Oui, après, je saurais pas la comparaison avec le japonais. Mais en tout cas, mon prénom, c'est déjà une transcription. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Son usage est-il commun? Il y a plusieurs mots qui... Non, en tout cas, vous parlez dans le contexte du français, du coréen. En Corée. C'est surtout pour latiniser les prénoms, les noms propres, il me semble. Il y a plutôt l'inverse, je dirais, on emprunte beaucoup des mots latins qu'on le transcrit en coréen. J'aime bien donner l'exemple du Arbeit, qui vient de l'allemand Arbeit, et qui, en fait, qui est passé par il a fait un ricochet par le japonais, mais qu'aujourd'hui, on utilise le terme Alba pour parler de De temps partiel. De temps partiel. Comme ça. Donc il y a dans l'autre sens, plutôt, je dirais. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Bon, non. Est-ce que vous pourriez nous dire un dernier mot ou quelque chose que vous aimeriez dire aux futurs étudiants chercheurs de l'NRT ou un conseil à leur donner avant de terminer? Candidater déjà. Sinon, ils ne viendront jamais. Oui, premier conseil, candidater. Deuxième conseil. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour candidater parce que je suis le plus l'NRT déjà. Je suis colombien. Non, mais si on a beaucoup d'expérience, on peut profiter de la même manière qu'une personne qui n'a pas trop d'expérience. Je trouve, et c'est assez, on est assez autonome pour amener le projet où on veut. Et je crois que c'est le cas de tout le monde. Ouais. Mais je pense que c'est aussi renforcé parce qu'il y a une bonne synergie qui se fait à l'intérieur des groupes, comme on est des promotions de 6. Et là, par exemple, moi, je suis dans une promotion de 6 et Federico et Soyoun sont dans la promotion du dessus, donc on a été 12 pendant 6 mois. Et ça marche très très bien. On a, moi, j'ai l'impression qu'on a chacun une grande identité dans les choix qu'on fait, à la fois typographiques ou graphiques, et dans la manière de faire des recherches aussi. Et ça fait qu'il y a vraiment pas de peur à avoir sur peut-être un format qui serait hors norme ou non, il me semble, pour candidater à la MRT. Enfin, et puis en termes d'âge que tu dis ou de culture, je trouve que c'est assez ouvert et. D'accord. Ok, merci. Oui. Ouais. Non. Non, c'est Vous voulez terminer? Comment? Vous vouliez dire quelque chose, pardon? Non, en fait, je voulais juste rajouter qu'une fois qu'on est à la NRT, je pense vraiment profiter de pas avoir peur d'explorer. Comment? Profiter de la machine à café. Aussi. Et, Non, vraiment, on a un très bon espace en plus de travail. Et oui, il y a la machine à café, mais beaucoup de choses qui font que. Vous avez entendu parler des voyages aussi au début. Oui.
c'est un bon environnement pour faire des recherches de manière sereine là où on veut les emmener et pas là où on nous forcerait, où on se sentirait forcé d'aller. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, merci pour vos interventions, merci à toutes les personnes qui ont suivi la conférence. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 14h pour la prochaine. Ouais. Est-ce que Thomas voulait faire un petit teasing sur la conférence de la semaine prochaine? Mais je sais pas encore. Ah, c'est encore ok. On va dire donc, que mais ce sera super. Voilà. voilà. Sans aucun doute. Merci. En attendant, je vous donne le lien de l'Instagram des Pieuses Typo parce que c'est jusqu'au 27 juin. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura 2 événements qui arrivent, donc dont la prochaine conférence vendredi prochain. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci Soyun, Océane et Federico. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée et bon week-end. À la semaine prochaine.